Il est 20 heures et vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, focus sur le régime parlementaire au Togo, régime adopté en mai 2024 qui s'accorde parfaitement avec la réalité sociopolitique du pays. Quels sont les avantages de ce régime? Dossier à suivre dans un instant. La réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO qui se tient à Banjul s'est clôturée ce vendredi. Au menu des discussions, les implications du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger et des recommandations pour les inciter à revenir sur leurs décisions. Réception de matériel roulant par le ministère en charge de la sécurité, ce dont de l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec le gouvernement américain, va permettre de renforcer la sécurité aux frontières de Mongo et Sankassi. Et puis ce vendredi, des hommages ont été rendus à l'une des figures emblématiques du monde juridique togolais, Maître Akwete Massin, 2 fois ministre et ancien bâtonnier. Ils étaient nombreux à lui rendre ce dernier hommage. Voilà pour l'essentiel. Rebonsoir à tous, vous suivez le 20h. Le Togo continue de s'engager sur la voie de la démocratie et du développement. Il est essentiel d'évaluer l'option de gouvernance adoptée depuis mai 2024. Au résultat, celle-ci convient le mieux à la réalité sociopolitique du Togo, c'est le régime parlementaire. Dans ce dossier, David Tchakbera se penche sur les avantages de ce régime et met en lumière cette forme de gouvernance qui contribue à renforcer la démocratie et la stabilité au Togo. Suivez plutôt. Tout d'abord, l'un des principaux avantages du régime parlementaire est la responsabilité politique. Dans ce système, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Parlement composé des représentants élus par le peuple à l'occasion des élections législatives, régionales et sénatoriales. Cette responsabilité d'être représentant du peuple crée un environnement propice à la transparence et à la reddition des comptes. C'est là que sont soumises les décisions gouvernementales à un examen rigoureux par les législateurs. Cette dynamique va contribuer à renforcer la confiance des citoyens en leurs dirigeants. Elle va également promouvoir une gouvernance plus transparente. Gouvernance plus transparente devant garantir la stabilité politique qui elle-même est un avantage notable du régime parlementaire. À partir de la formation des coalitions gouvernementales, ce système favorise la collaboration et le compromis entre les différents partis politiques. Cela réduit, à partir de là, les risques des crises politiques majeures. La stabilité politique du Togo est essentielle pour favoriser le développement économique et social. Le régime parlementaire va offrir une plateforme pour la gestion efficace des conflits et des crises. Cette bonne gestion des conflits et des crises favorisera un contrôle significatif du Parlement sur l'exécutif. Les représentants élus ont ainsi le pouvoir d'interroger les membres du gouvernement, de proposer des lois et même de voter des motions de censure si nécessaire. Cette séparation de pouvoir, couplée de cet équilibre entre l'exécutif et le législatif, va contribuer à prévenir les abus de pouvoir et à promouvoir une gouvernance plus équilibrée et plus inclusive, telle que voulue toujours par le président Faure Eswazimna Gnassingbé. Le régime parlementaire offre au Togo une plus grande adaptabilité aux besoins et aux réalités locales. C'est l'exemple des comités parlementaires devant permettre aux représentants élus de se concentrer sur les questions spécifiques qui affectent leur circonscription ou leur région. Cette approche décentralisée favorise la participation citoyenne et garantit que les préoccupations locales soient prises en compte dans le processus décisionnel. Avec le régime parlementaire, le Togo continue de progresser sur la voie de la démocratie et de répondre aux aspirations du peuple. Aucun président ne peut s'éterniser au pouvoir. L'alternance au sommet de l'État est ainsi garantie. Et la suite de ce journal avec ce communiqué présenté par Joseph Amigan. Communiqué. Ce 2 mai 2025, Madame le Premier ministre, Victoire Tobega Dogbe, a remis sa démission et celle du gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président de la République.
conformément à la Constitution du 6 mai 2024, dont les dispositions transitoires fixent à 12 mois la période dévolue à la mise en place des institutions de la Ve République. Le Premier ministre a remercié le chef de l'État pour sa confiance dans la conduite de l'exaltante mission de baliser la voie vers la mise en place des institutions de la Ve République, tout en poursuivant la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Son Excellence, M. Faure Essozmna Gnassingbé, a félicité Madame le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour le travail accompli. Il a accepté la démission et chargé les membres du gouvernement sortant de poursuivre la gestion des affaires courantes suivant les usages républicains. Ce tout autre communiqué, le gouvernement informe l'ensemble de la population que, conformément aux dispositions de la Constitution, la cérémonie de prestation de serment du président du Conseil se tiendra ce samedi 3 mai 2025 à 9 h devant la Cour constitutionnelle à la place des fêtes de la présidence. Cette cérémonie solennelle sera suivie d'une prise d'armes et d'un défilé militaire dans le cadre de l'entrée officielle en fonction du président du Conseil. Dans l'après-midi, le Parlement réuni en congrès procédera à l'élection du président de la République et recevra sa prestation de serment. Des honneurs militaires seront également rendus à la suite de cela. Le gouvernement invite la population à suivre avec solennité et civisme ces événements historiques dans un esprit d'unité et de cohésion sociale. Fête à Lomé, le 2 mai 2025, le gouvernement. Et nous poursuivons ce journal. Depuis 2002, le Togo bénéficie du soutien du Fonds mondial dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Sous la tutelle de la primature depuis 2015, l'unité de gestion des projets a tenu une réunion présidée par le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé pour évaluer les résultats des subventions de 2015 à 2023 et faire le point sur la situation actuelle. Yves Bevivi. De 2015 à 2023, l'unité de gestion des projets du Fonds mondial a effectué des réalisations pragmatiques sous la direction de la primature. Les taux d'absorption des financements évalués à plus de 36 millions d'euros ont été appréciables, que ce soit la prise en charge du sida, de la tuberculose et de la malaria. À cette rencontre d'évaluation des résultats présidée par le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé, les performances ont été saluées. Le pays a fait de grands bonds. Ces ressources ont permis de sauver des personnes qui souffrent de l'infection par le VIH parce qu'ils ont bénéficié de traitements gratuits ou de prise en charge gratuite. Quand on prend le paludisme, on l'a dit, ces ressources ont permis également au pays de s'approvisionner en réactifs et aussi en combinaison thérapeutique à base de la témisinine qui ont permis de traiter des cas simples de paludisme et des cas graves de paludisme. En matière de tuberculose, le taux de décès était de plus de 12%. Aujourd'hui, le taux de décès tourne autour de 7%. Et si on prend le taux de succès thérapeutique, c'est-à-dire que le nombre de patients que nous arrivons à guérir, ce taux
était autour de 61% dans les années antérieures et actuellement nous sommes à 87%. Avant, nous dépistons toujours autour de 2300 patients. Avec les innovations pour diagnostiquer, nous sommes allés jusqu'à 3200 patients. Et ce qui fait même dire que par rapport à l'OMS, le Togo est aujourd'hui le pays qui est proche d'éradiquer la tuberculose parce que nous arrivons à dépasser toujours le nombre que l'OMS nous donne à dépister. Les réussites des projets du Fonds mondial, constate la rencontre, l'ont été grâce aux efforts conjoints du gouvernement togolais et de ses partenaires. Mais pour la pérennisation des réussites, les populations doivent être mises à contribution. Aujourd'hui, nous avons fait le constat que la conjonction d'actions entre les prévisions du gouvernement lui-même, de ses partenaires, au titre desquels se trouve également le Fonds mondial, nous arrivons aujourd'hui à une performance d'à peu près 90%. C'est quelque chose d'important. Ça veut dire que nous devons encore plus continuer à sensibiliser nos compatriotes sur la nécessité que tous ces médicaments, ces moustiquaires imprégnés, qui sont mis à leur disposition, doivent réellement être appropriés par eux pour être en bonne santé, parce que le développement de notre pays passe d'abord par des ressources humaines qui sont en bonne santé et qui permettent ainsi de pouvoir innover dans l'économie, de pouvoir prendre en compte l'évolution de notre pays. Le constat, 22 ans après la mise en œuvre de ces projets voulus par le chef de l'État, est sans équivoque. Il est question pour nous d'évaluer les résultats auxquels nous sommes parvenus dans la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. Et nous voulons tirer les leçons donc, de la mise en œuvre de ces subventions pour poursuivre avec encore plus d'efficacité, d'anticipation, la lutte contre ces maladies. Donc, je voudrais inviter chacun d'entre nous à partager également des idées, des expériences, proposer des approches de solutions, pourquoi pas innovantes, qui seront susceptibles de contribuer à éradiquer ces maladies dans notre pays. Le gouvernement travaille pour reconstituer les fonds pour le cycle suivant avec la volonté d'augmenter les ressources. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué. Le président de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance du public que conformément à l'article 47 de la Constitution du 6 mai 2024, la cérémonie de prestation de serment du président du Conseil aura lieu le samedi 3 mai 2025 à la place des fêtes de la présidence de la République. À cette occasion sont invités les présidents et membres des institutions de la République, les membres du gouvernement, le chef d'état-major général, les chefs d'état-major des armées et les chefs-corps, les membres du corps diplomatique et les représentants des institutions internationales, les députés à l'Assemblée nationale, les sénateurs, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et attachés de cabinet des ministères, les directeurs généraux des entreprises publiques, les directeurs centraux, les gouverneurs de région, le président de la Chambre de commerce et les membres du bureau, le président du patronat et les membres du bureau, le président de l'Association des grandes entreprises du Togo et les membres du bureau, les préfets de la région maritime, les maires et adjoints aux maires de la région maritime, les membres des partis politiques, du bureau du CPC, les chefs traditionnels du Grand Lomé. La mise en place doit être terminée à 8h30, signé le président de la Cour constitutionnelle, professeur Jobo Babakan Koulibaly. Et nous retournons à la primature. Ce 1er mai, son personnel et le secrétariat général du gouvernement ont célébré ensemble la journée internationale des travailleurs. Dans une ambiance conviviale, le personnel a exprimé sa reconnaissance à la chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dobé. La cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs agents admis à la retraite. Yves Bevivi. Des artistes conteurs, de la chanson et des comédiens, tous aux côtés du personnel de la primature, avec à sa tête le Premier ministre Victoire Toméga-Dobé
ont célébré la fête des travailleurs édition 2025. De la partie technique, s'il vous plaît, avec une chanson. Tous en blanc, les agents ont exprimé leur joie en esquissant des pas de danse, puis le personnel, par la voix de son porte-parole, a remercié le chef du gouvernement pour avoir conduit les affaires avec tact et responsabilité. Excellence, Madame le Premier ministre, l'ensemble du personnel de la primature voudrait vous dire un grand merci. Nous nous engageons à toujours faire preuve des valeurs que vous incarnez. La proactivité, l'excellence, l'intérêt général, l'humilité, l'abnégation, l'assiduité, la ponctualité, l'efficacité, une prise de conscience individuelle et collective. Excellence, Madame le Premier ministre, nous vous souhaitons plein succès dans vos prochaines missions. À son tour, le Premier ministre a encouragé ses collaborateurs à continuer avec l'esprit qui a marqué le travail tout le long des 5 dernières années, tout en insistant sur les valeurs nécessaires au rayonnement de la Ve République en marche. Chers amis, la Nouvelle République, pour nous, appelle à plus de responsabilité, à plus de résultats, aussi à plus de transparence. Cela nous oblige à repenser nos pratiques, à sortir de nos automatismes, à élever notre exigence professionnelle, et cela commence ici et avec vous. Les défis restent nombreux, nous les connaissons, c'est la transformation numérique, c'est l'inclusion, c'est la lutte contre les inégalités, c'est la qualité du service public. Mais je reste convaincue que l'équipe que nous avons ici a les ressources humaines et morales pour les relever. On n'a pas les moyens, mais les ressources humaines, c'est vraiment la première ressource. Et je vous dis, je crois en vous, cette ressource humaine-là, c'est vous, la première force de réussite de la Ve République. Moment de joie, c'est également une occasion de reconnaissance pour les agents dévoués jusqu'à leur admission à la retraite. À ces derniers, le chef du gouvernement a remis des distinctions honorifiques. La réjouissance qui a duré jusqu'au soir a maintenu l'ambiance bon enfant, comme dans la matinée. Pour certains, l'horloge a pris beaucoup plus d'avance sur le temps réel. Tout autre sujet clôturé ce vendredi à Banjul, la réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO a porté sur les implications du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Après 5 jours d'échanges, les parlementaires ont formulé des recommandations pour inciter ces pays à revenir sur leurs décisions en faveur de l'unité sous-régionale. Écoutez-la. Au cours des 5 jours d'échanges tenus à Banjul, les parlementaires de la CEDEAO se sont penchés sur les implications du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, effectifs depuis janvier 2025. Les débats ont porté sur les conséquences politiques, socio-économiques et humanitaires de cette décision sur l'espace communautaire. À l'issue des discussions avec les représentants des 3 pays, plusieurs recommandations ont été formulées. L'une des recommandations ici, c'est de continuer à travailler, à dialoguer avec les 3 peuples, le Mali, le Burkina et le Niger, pour qu'ils reviennent dans la communauté. Jusque-là, les discussions, le dialogue se mène entre la commission de la CEDEAO et les 3 gouvernements des 3 pays. Nous avons dit qu'il faut fortement impliquer les députés, puisque nous sommes les représentants du peuple, de la communauté, et donc, en échangeant avec nos collègues des 3 pays qui veulent sortir, peut-être qu'on peut arriver à faire des propositions à la communauté et au gouvernement des 3 pays pour qu'ils reviennent à la maison. Nous avons dit que les groupes les plus vulnérables, c'est les femmes et les enfants dans cette crise. Et donc, on peut mettre les femmes parlementaires aussi devant pour
continuer les discussions, les négociations avec les 3 pays. Le retrait de ces 3 pays, selon les parlementaires, aggrave l'insécurité le long des frontières avec leurs voisins. La rencontre de Banjul a permis de proposer des pistes de solutions face à cette urgence sécuritaire en attendant une possible réintégration des pays concernés dans l'organisation sous-régionale. Nous sommes toujours ouverts, nous allons poursuivre le dialogue avec eux. L'objectif au définitif, c'est de les ramener pour que la paix règne, pour que les populations vivent comme avant. Mais pour le moment, avant d'en arriver à ce qu'ils reviennent, nous avons des problèmes urgents à régler, comme le problème d'insécurité au niveau de nos frontières avec ces différents pays. Et nous avons dit, au moins, il faut qu'on s'entende, on discute avec eux pour collaborer d'abord dans la lutte contre l'insécurité, en attendant de trouver une solution pour que ces pays reviennent à la communauté. Les parlementaires prévoient d'intensifier les échanges au cours des prochains mois, avant l'expiration du délai de 6 mois fixé par la CEDEAO. Objectif, amener ces 3 pays à reconsidérer leurs décisions dans l'intérêt de l'intégration, de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Retour sur ces communiqués avec Joseph Amigan. Ce 2 mai 2025, Madame le Premier ministre, Victoire Toméga Dogbé, a remis sa démission et celle du gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément à la Constitution du 6 mai 2024, dont les dispositions transitoires fixent à 12 mois la période dévolue à la mise en place des institutions de la Ve République. Le Premier ministre a remercié le chef de l'État pour sa confiance dans la conduite de l'exaltante mission de baliser la voie vers la mise en place des institutions de la Ve République, tout en poursuivant la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Essozma Gnassingbé, a félicité Madame le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour le travail accompli. Il a accepté la démission et chargé les membres du gouvernement sortant de poursuivre la gestion des affaires courantes suivant les usages républicains. Ce tout autre communiqué, le gouvernement informe l'ensemble de la population que, conformément aux dispositions de la Constitution, la cérémonie de prestation de serment du président du Conseil se tiendra ce samedi 3 mai 2025 à 9 h devant la Cour constitutionnelle à la place des fêtes de la présidence. Cette cérémonie solennelle sera suivie d'une prise d'armes et d'un défilé militaire dans le cadre de l'entrée officielle en fonction du président du Conseil. Dans l'après-midi, le Parlement réuni en congrès procédera à l'élection du président de la République et recevra sa prestation de serment. Des honneurs militaires seront également rendus à la suite de cela. Le gouvernement invite la population à suivre avec solennité et civisme ces événements historiques dans un esprit d'unité et de cohésion sociale. Fête à Lomé, le 2 mai 2025, le gouvernement.
Merci, Joseph Amégan. La suite de ce journal à présent. Pour renforcer la sécurité aux frontières, le Togo a reçu du matériel roulant destiné aux postes de Mongo et Sankassé. Ce don de l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec le gouvernement américain, reçu par le ministère en charge de la sécurité, s'inscrit dans le cadre du projet qui vise à améliorer la gestion frontalière par la coordination et le partage d'informations au Bénin et au Togo. Gabriel Aïna. C'est par la remise officielle de ces équipements de patrouille et de sécurité que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et ses deux partenaires lancent officiellement le projet de renforcement de la gestion des frontières par une coordination et un partage d'informations efficaces au Bénin et au Togo. Composé d'un véhicule de patrouille, 6 motos, 10 détecteurs de métaux, 10 miroirs d'inspection et 13 radios VHF, ce don va permettre aux forces de sécurité des postes frontaliers de Mango et Sankassé d'être plus efficaces dans l'exercice de leur mission. Je voudrais ici exhorter les responsables des services bénéficiaires à veiller au bon usage de ces équipements, à en assurer une gestion rigoureuse et à en faire des instruments de confiance et d'efficacité au service de nos populations. Je reste convaincu que ce partenariat entre le Togo, l'OIM et les États-Unis d'Amérique ne s'arrêtera pas ici, mais continuera de se renforcer au bénéfice d'une sécurité collective, d'une mobilité maîtrisée et d'un développement durable. Garantir la paix et la stabilité dans le pays reste une priorité pour les autorités togolaises. En témoignent les nombreuses initiatives dont le programme d'urgence pour la résilience dans la région des savanes PURS. À travers ce projet, l'OIM soutient le Togo pour une gouvernance frontalière efficace et inclusive. À travers cette collaboration, nous faisons un pas important vers une meilleure gestion des frontières. Nous avons pas mal d'acquis ensemble et donc je pense qu'on est juste en train de suivre le chemin et de s'adapter aux dynamiques changeantes auxquelles nous faisons face, qui changent rapidement. Et donc, il y a besoin de cette coordination continuelle de façon à nous adapter à ces changements. L'ambassade des États-Unis au Togo, quant à elle, réitère son engagement à soutenir le Togo dans sa lutte contre les menaces sécuritaires. Nous restons déterminés à soutenir le Togo dans l'amélioration de la sécurité publique, le renforcement de l'État de droit et la garantie d'une justice équitable et efficace. Je me réjouis de poursuivre cette collaboration fructueuse et d'explorer des nouvelles pistes de coopération entre les États-Unis et le Togo. La remise de ce matériel de patrouille et de sécurité vient ainsi renforcer le dispositif déjà existant en faveur de la sécurisation des populations et des territoires. À Daparan, plus de 2000 femmes rurales des savanes ont reçu également un appui matériel pour booster leur activité agricole et de transformation. Cette initiative du réseau des femmes pour le développement des savanes, appuyée par le PNUD et l'OIM, vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes, lutter contre l'extrémisme violent et promouvoir la paix dans la région. Yataratem. Du matériel de production, de transformation et de transport des produits agricoles au profit des groupements de femmes et de jeunes de la région des Savanes dans le cadre de 2 projets structurants mis en œuvre par le réseau des femmes pour le développement des Savanes, REFED. Il s'agit du projet sous-régional du PNUD sur le renforcement de la résilience communautaire pour prévenir et combattre l'extrémisme violent dans le corridor atlantique, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana et Togo, et le projet Bâtir le leadership socio-économique des femmes et des jeunes des savanes, financé par l'OIM. C'est un matériel qui va les amener à pouvoir renforcer la productivité de leur filière. Ces équipements comprennent des tricycles, égreneuses de maïs, égreneuses de riz et divers outils, tonneaux, dabas, roues, passoires et pioches. L'initiative s'inscrit dans un double objectif, lutter contre l'extrémisme violent et promouvoir l'autonomisation socio-économique des femmes dans les zones frontalières du Bénin et du Burkina Faso. Je suis vraiment en joie. Ces matériels vont nous accompagner dans nos activités de revenus, dans nos groupements, dans nos coopératives. Nous allons gérer bien ces matériels. Je remercie le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la savane.
et plus précisément les femmes de la savane. Pour le gouverneur de la région des Savanes, les actions du REFED, du PNUD et de l'OIM viennent en complément des multiples actions que le gouvernement togolais, sous la vision éclairée du président de la République, Faure Essosemla-Gnazingbe, mène sur le terrain au profit des populations et traduite sur le terrain par le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés PURS. Cette initiative reflète l'engagement du gouvernement togolais à soutenir les femmes rurales, à réduire les inégalités et à construire une société plus équitable et résiliente. Une étape majeure vient d'être ainsi franchie dans le renforcement de la résilience économique des femmes des savanes. En vous remettant ces équipements, nous vous donnons les moyens de renforcer vos activités, de créer de la valeur, d'améliorer vos conditions de vie, mais aussi de jouer pleinement votre rôle dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. En investissant dans les femmes, ces projets visent à créer un environnement favorable à leur épanouissement et à leur pleine participation à la vie économique et sociale du Togo. La journée mondiale de la presse célébrée chaque 3 mai, en prélude à l'événement qui sera donc commémoré demain, l'OTM, l'Observatoire togolaise des médias, dresse un bilan d'état de la liberté de la presse au Togo du 3 mai 2024 au 3 mai 2025. Nette amélioration selon le rapport. Un effort est fait dans le secteur, certes, l'OTM appelle à plus d'efforts. Nous y reviendrons plus en détail. L'Institut national de la propriété industrielle et de la technologie se dote d'une nouvelle identité visuelle. Issue d'un concours ayant réuni plus de 100 participants, le logo retenu chez l'œuvre de Pierre Henry, dévoilé lors d'une cérémonie officielle. Edwige Akbabasabi. Voici le nouveau logo de l'Institut national de la propriété industrielle et de technologie. Ce logo est le fruit de l'ingéniosité de Pierre Henry qui s'est distingué parmi plus de 100 candidats. Sa proposition a su captiver l'attention du jury. Actuellement, je suis joyeux d'avoir remporté ce concours. La création de ce logo n'a pas été facile. Des recherches que j'ai faites afin de répondre vraiment aux besoins de l'INPIT. Ce logo marque une étape importante dans le processus de renforcement de l'identité visuelle de l'INPIT. Il met en lumière la qualité du travail accompli par les jeunes talents togolais et confirme la capacité du pays à produire davantage de créations originales. L'INPIT était doté d'un logo conçu depuis 2003 qu'on peut qualifier de démodé aujourd'hui. À l'instar de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui ont changé leur logo en forme d'ouverture vers l'émergence, l'INPIT s'est engagé dans la refonte de son logo. Le ministère a organisé un concours qui a permis de retenir ce lauréat. L'objectif du concours était de concevoir un logo qui fait ressortir la protection des droits de propriété industrielle, le développement et l'émergence. Donc ces critères ont été évalués. Le logo est présenté sur différents supports, va bien au-delà d'un simple symbole visuel. Il incarne le résultat d'un effort collectif nourri par la créativité. Il reflète les missions, les valeurs et l'engagement constant de l'institution en faveur du progrès industriel et technologique au Togo. La coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, avec le soutien financier d'Education Out Loud, a réuni les représentants des ministères en charge de l'éducation et des acteurs de la société civile. Objectif, créer un cadre d'échange inclusif pour améliorer le plan sectoriel de l'éducation. Adeline Aziadogbe voit Nathalie Paningui.
C'est un signal fort en faveur de l'éducation au Togo. La société civile et les autorités éducatives ici réunies veulent réinventer les mécanismes de communication et renforcer leur collaboration pour une éducation de qualité au Togo. L'initiative est portée par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous veut énormément contribuer, mais on ne peut pas contribuer efficacement à l'atteinte de ces objectifs si d'abord on n'a pas une meilleure connaissance de ce qui se fait, on ne connaît pas les vrais interlocuteurs avec qui il faut discuter et les différents cadres d'échange et de dialogue. Dans le but d'assurer l'accès à une éducation de qualité au Togo, plusieurs engagements sont pris et il urge d'éclairer les lanternes selon la coalition sur le dispositif auquel toutes les parties prenantes doivent se référer pour mener à bien leur mission. La société civile ne voit que le niveau national. Or, le système éducatif commence la planification depuis le niveau local, au niveau des écoles, au niveau communal, inspection, préfecture, région. Donc déjà à ce niveau, si la société civile n'est pas active, elle ne pourra pas mieux dialoguer avec l'autorité. Et davantage aussi, la société civile doit comprendre ces cadres qui sont créés, bien les maîtriser et faire la veille citoyenne. Ce processus s'inscrit pleinement dans le plan sectoriel de l'éducation 2020-2030 qui met un accent particulier sur la gouvernance participative. Carnet noir de ce journal, le monde juridique togolais a perdu l'une de ses figures emblématiques. Maître Akwete Massan, 2 fois ministre et ancien bâtonnier, s'est éteint. Ce vendredi, parents, collègues et proches se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à la personne, à sa rigueur, son engagement et à son héritage. Gisèle Kozona. Ces journées d'audience sont désormais à jamais closes. Maître Akwete Massan Lorita, ancienne bâtonnière du barreau, ne montera plus jamais à la barre. Famille éplorée, membres du barreau, proches et amis, tous étaient présents, unis dans la douleur pour saluer la mémoire de cette figure emblématique du droit togolais, rappelée à Dieu le 24 mars dernier après un long combat contre la maladie. Ce vendredi, un ultime hommage lui a été rendu. Nous avons compris que la messe était dite. Oui, la mort a de nouveau frappé. La mort a de nouveau parlé. Elle est encore venue frapper à la porte de notre barreau, emportant dans son destin funeste notre chère consoeur. Ancienne ministre des Droits de l'Homme et ministre délégué chargé de la réconciliation à la présidence de la République, Maître Lorita Akwete a consacré 49 années de sa vie à la défense des opprimés, des veuves et des orphelins. Un engagement indéfectible, salué avec émotion, respect et admiration par ses pairs. Dans un univers juridique alors majoritairement masculin, elle n'a pas simplement trouvé sa place, elle l'a conquise avec panache et l'a redéfinie par son talent et sa détermination. Maître Akwete laisse le souvenir d'un rire communicatif, d'une énergie entraînante et d'un charisme discret mais profondément efficace. Dans un geste hautement symbolique, sa toge d'avocate a été solennellement remise à sa famille. Un acte fort, empreint de sens, marquant le passage du flambeau et la perpétuité de la noble vocation d'avocat. Ses collègues et amis ont également pris part au rituel du voyage de la rose. Cérémonie d'adieu chargée de recueillement et d'émotions propres à la tradition. Fervente catholique, Maître Akwete Massan Lorita s'est éteinte dans la foi. Mais elle laisse derrière elle un héritage lumineux, celui d'une vie vouée à la paix, à la justice et au vivre ensemble. Son nom restera gravé dans la mémoire du barreau, dans le cœur de sa famille et de ce qu'elle a marqué par son engagement et son humanité.
Nous poursuivons ce journal avec un peu plus de joie. Dans l'ambiance de la fête de travail célébrée ce 1er mai, les portefeuilles du grand marché de Bec-les-Camés ont marqué l'événement à leur manière. Hommes et femmes de l'ombre, ils ont saisi cette occasion pour se rassembler autour de moments de sensibilisation, d'échange, de partage, mais aussi pour faire entendre leurs revendications. Carole Jomeda et Gisèle Kozuna. Ces hommes et femmes pratiquent une activité la plupart du temps négligée. Ils sont des portefeuilles. À l'occasion du 1er mai, la fête du travail, ce secteur d'activité a été mis en avant et c'était dans une ambiance festive. Le plus beau cadeau que l'on peut s'offrir, c'est de rendre l'autre heureux. C'est eux qui nous aident et il faut qu'on leur donne le sourire pour qu'ils sachent qu'ils sont très importants. Tous ont été sensibilisés sur le cancer du sein et du col de l'utérus, ainsi que sur l'alphabétisation. La fête là nous a beaucoup plu. Là, on n'a pas eu l'occasion comme ça. On voulait l'encourager. Les ONG, les sociétés, on n'a qu'à nous aider parce que lui seul, son aide ne peut pas nous suffire. Une initiative soutenue par l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés de Lomé et PAM, la diaspora et la présidente des Nana Benza. Pour suivre, je vous fais lecture de ces deux communiqués. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que conformément aux dispositions pertinentes de l'article 47 de la Constitution, une séance plénière relative à la désignation du président du Conseil aura lieu le samedi 3 mai 2025 à 7 h dans l'hémicycle du pavillon annexe au siège de l'Assemblée nationale. Signé le président Kojo Sevon TP ADG. Et cet autre communiqué, le président du Congrès informe les honorables députés et sénateurs que l'ouverture du premier congrès du Parlement aura lieu le samedi 3 mai 2025 à 14 h 30 dans l'hémicycle du pavillon annexe de l'Assemblée nationale, siège du Congrès. Signé le président de l'Assemblée nationale, Kojo Sevon TP ADG. Et nous poursuivons ce journal, toujours ce 1er mai, double célébration pour la maison Famat Prof. Elle a célébré les 25 ans de carrière musicale de Mathias Fano et le lancement de la 2e édition du prix Faiseur des Stars du Togo. Une initiative qui vise à promouvoir et à valoriser la culture à travers le talent et l'engagement des artistes togolais. Jules Selaka et Marie-Thérèse Nabedi. 25 ans de passion, 25 ans de création, 25 ans de dévotion à la culture togolaise. Mathias Fano, PDG de Famat Productions, célèbre un quart de siècle de dévouement à la promotion de la musique et de la culture togolaise. Des débuts dans le hip-hop des années 90 à l'émergence de la musique urbaine d'aujourd'hui, cet infatigable acteur culturel a su tracer une trajectoire remarquable. C'est une célébration, c'est l'union. Aujourd'hui, moi, je veux honorer ces artistes qui sont vivants, qui m'ont soutenu durant ces 25 ans. Je veux bien accompagner le showbiz togolais. Pour marquer cet anniversaire, une série d'activités a été lancée ce 1er mai au siège de Famat Productions. Point d'orgue, la 2e édition du prix Faiseur des Stars du Togo, désormais appelé Fest Tour, qui mettra en lumière les artistes engagés aussi bien sur le plan musical que social. Avec le comité, nous avons décidé de faire 25 forages sur toute l'étendue du territoire, aider ces femmes qui souffrent du cancer du sein, honorer 25 acteurs culturels, journalistes, hommes de médias, créateurs de contenu, avec des trophées. Entre concerts, panels, actions citoyennes et tournées internationales, les 25 ans de Famat Prod s'écriront en plusieurs temps avec en apothéose un grand concert et le lancement d'un album de 25 titres pour 25 artistes. Je vous le disais en début de ce journal, le Togo continue de s'engager sur la voie de la démocratie et du développement. Il est essentiel d'évaluer l'option de gouvernance adoptée depuis mai 2024. Au résultat, celle-ci convient le mieux à la réalité sociopolitique du Togo, c'est le régime parlementaire. Dans ce dossier, David Tchakbera se penche sur les avantages de ce régime et met en lumière cette forme de gouvernance qui contribue à renforcer la démocratie et la stabilité au Togo. Suivez plutôt.
Tout d'abord, l'un des principaux avantages du régime parlementaire est la responsabilité politique. Dans ce système, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Parlement composé des représentants élus par le peuple à l'occasion des élections législatives, régionales et sénatoriales. Cette responsabilité d'être représentant du peuple crée un environnement propice à la transparence et à la reddition des comptes. C'est là que sont soumises les décisions gouvernementales à un examen rigoureux par les législateurs. Cette dynamique va contribuer à renforcer la confiance des citoyens en leurs dirigeants. Elle va également promouvoir une gouvernance plus transparente. Gouvernance plus transparente devant garantir la stabilité politique qui elle-même est un avantage notable du régime parlementaire. À partir de la formation des coalitions gouvernementales, ce système favorise la collaboration et le compromis entre les différents partis politiques. Cela réduit, à partir de là, les risques des crises politiques majeures. La stabilité politique du Togo est essentielle pour favoriser le développement économique et social. Le régime parlementaire va offrir une plateforme pour la gestion efficace des conflits et des crises. Cette bonne gestion des conflits et des crises favorisera un contrôle significatif du Parlement sur l'exécutif. Les représentants élus ont ainsi le pouvoir d'interroger les membres du gouvernement, de proposer des lois et même de voter des motions de censure si nécessaire. Cette séparation de pouvoir, couplée de cet équilibre entre l'exécutif et le législatif, va contribuer à prévenir les abus de pouvoir et à promouvoir une gouvernance plus équilibrée et plus inclusive, telle que voulue toujours par le président Faure Eswazimna Gnassingbé. Le régime parlementaire offre au Togo une plus grande adaptabilité aux besoins et aux réalités locales. C'est l'exemple des comités parlementaires devant permettre aux représentants élus de se concentrer sur les questions spécifiques qui affectent leur circonscription ou leur région. Cette approche décentralisée favorise la participation citoyenne et garantit que les préoccupations locales soient prises en compte dans le processus décisionnel. Avec le régime parlementaire, le Togo continue de progresser sur la voie de la démocratie et de répondre aux aspirations du peuple. Aucun président ne peut s'éterniser au pouvoir. L'alternance au sommet de l'État est ainsi garantie. Une fois encore, je vous fais lecture de ces deux communiqués. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que conformément aux dispositions pertinentes de l'article 47 de la Constitution, une séance plénière relative à la désignation du président du Conseil aura lieu le samedi 3 mai 2025 à 7h dans l'hémicycle du pavillon annexe au siège de l'Assemblée nationale. Signé le président de l'Assemblée nationale, Kodjose Von TP ADG. Et cet autre communiqué, le président du Congrès informe les honorables députés et sénateurs que l'ouverture du premier congrès du Parlement aura lieu le samedi 3 mai 2025 à 14h30 dans l'hémicycle du pavillon annexe de l'Assemblée nationale, siège du Congrès. Signé le président de l'Assemblée nationale, Kodjose Von TP ADG. Et pour renforcer la sécurité aux frontières, le Togo a reçu du matériel roulant destiné aux postes de Mongo et Sankassé. Ce don de l'Organisation internationale pour l'immigration, en collaboration avec le gouvernement américain, reçu par le ministère en charge de la sécurité, s'inscrit dans le cadre du projet qui vise à améliorer la gestion frontalière par la coordination et le partage d'informations au Bénin et au Togo. Gabriel Ayeda. C'est par la remise officielle de ces équipements de patrouille et de sécurité que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et ses deux partenaires lancent officiellement le projet de renforcement de la gestion des frontières par une coordination et un partage d'informations efficaces au Bénin et au Togo. Composé d'un véhicule de patrouille, 6 motos, 10 détecteurs de métaux, 10 miroirs d'inspection et 13 radios VHF, ce don va permettre aux forces de sécurité des postes frontaliers de Mango et Sankassé d'être plus efficaces dans l'exercice de leur mission. Je voudrais ici exhorter les responsables des services bénéficiaires à veiller au bon usage de ces équipements, à en assurer une gestion rigoureuse et à en faire des instruments de confiance et d'efficacité au service de nos populations. Je reste convaincu que ce partenariat entre le Togo
l'OIM et les États-Unis d'Amérique ne s'arrêtera pas ici, mais continuera de se renforcer au bénéfice d'une sécurité collective, d'une mobilité maîtrisée et d'un développement durable. Garantir la paix et la stabilité dans le pays reste une priorité pour les autorités togolaises. En témoignent les nombreuses initiatives dont le programme d'urgence pour la résilience dans la région des savanes PURS. À travers ce projet, l'OIM soutient le Togo pour une gouvernance frontalière efficace et inclusive. À travers cette collaboration, nous faisons un pas important vers une meilleure gestion des frontières. Nous avons pas mal d'acquis ensemble et donc je pense qu'on est juste en train de suivre le chemin et de s'adapter aux dynamiques changeantes auxquelles nous faisons face, qui changent rapidement. Et donc, il y a besoin de cette coordination continuelle de façon à nous adapter à ces changements. L'ambassade des États-Unis au Togo, quant à elle, réitère son engagement à soutenir le Togo dans sa lutte contre les menaces sécuritaires. Nous restons déterminés à soutenir le Togo dans l'amélioration de la sécurité publique, le renforcement de l'État de droit et la garantie d'une justice équitable et efficace. Je me réjouis de poursuivre cette collaboration fructueuse et d'explorer des nouvelles pistes de coopération entre les États-Unis et le Togo. La remise de ce matériel de patrouille et de sécurité vient ainsi renforcer le dispositif déjà existant en faveur de la sécurisation des populations et des territoires. À présent, ce communiqué. Le président du Sénat informe les sénateurs de la convocation de la première séance plénière du Congrès le samedi 3 mai 2025 à 14h30 dans l'hémicycle du pavillon annexe de l'Assemblée nationale, siège du Congrès. Signé Barry Moussa Barké, président du Sénat. Et c'est sur ce communiqué que se referme ce journal un peu long, densité de l'actualité oblige. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Bonne soirée sur la télévision togolaise.